l'histoire de la rive droite ne commence pas par un déjeuner, mais enfin, nous allons la faire commencer à ce moment-là. Un déjeuner à l'hôtel de ville avec quelques urbanistes, Michel Desvignes, Michel Corajou, de mémoire Antoine Grimbach, peut-être Christian de Porzenparc, je ne sais plus, Bruno Fortier et le secrétaire général de l'époque, Didier Boucard. Et là, très libre discussion, et Bruno Fortier dit « Quand même, je m'étonne, vous êtes très attentif à la qualité architecturale, on doit être en 2002 peut-être, mais la rive droite, vous allez installer une station d'épuration et une station de pompage, et vous êtes sûr que c'est bien ?» La stupéfaction, on dit « Mais on ne va rien installer du tout », et Bruno nous dit « Si », et j'ai même vu le projet, et la mairie de Bordeaux a donné son accord, mais avait donné son accord une dizaine d'années auparavant. Donc, branle-bas de combat, on se dit on ne peut pas laisser faire ça, et la rive droite, d'un coup, on s'aperçoit que ce n'était pas simplement la petite tranche de camembert de l'opération qu'on a appelée Cœur de Bastide, mais que la rive droite se déroulait sur 5 km de long, de Lormont jusqu'à Florac et au-delà. Et du coup, il fallait absolument, en urgence, confier une étude à quelqu'un. Alors, il y a une petite discussion interne qui s'intéresse à la rive droite, et tout le monde a pensé que Michel Desvignes était le mieux placé pour s'y intéresser. Il avait un peu de temps, et comme il avait déjà une mission de la ville de Bordeaux qui portait sur 10 cas d'études, on a supprimé 3 cas d'études qu'on a remplacés par le cas Garonne. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à travailler sur la Garonne. Les premières semaines, il a fait une proposition qui finalement ressemblait beaucoup à toutes les propositions qu'on avait, qui émanaient de la communauté urbaine ou de l'AURBA, qui étaient des propositions monofonctionnelles, des zones d'activité économique, des zones d'habitat, tout ça, un espèce de séquençage perpendiculaire à la Garonne. Et puis un jour, Michel m'appelle, j'étais en Italie, et me dit « Je suis désolée, c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser, c'est une erreur. Il faut faire un énorme parc à l'américaine, un peu les parcs façon Homestead, un parc un peu sauvage, traversé par un parkway, un parc qui est assez rustique, qui va être très contrasté par rapport au quai Jardinet de Michel Corajou. Et surtout, il faut être très ambitieux, et il faut un parc de 200 hectares. Il présente ça à Alain Juppé, qui a un petit hoquet de surprise parce que dans les 200 hectares, il y avait une partie de la zone franche, une partie, donc il est un peu étonné, mais il est absolument séduit par l'idée de cette rive végétale d'un côté et la rive minérale de l'autre, et surtout la générosité de ce grand parc qui offre tout d'un coup, et pas qu'à la rive droite, une espèce de grande respiration pour Bordeaux. Et il dit banco, on y va, puis il part au Canada. Hugues Martin dit Alain Juppé a tranché, on continue et on lance le parc. Et on le lance. Alors le parc a diminué un peu, il n'est plus de 200 hectares, il n'est que de 50 hectares, ce qui est déjà très lourd pour la ville de Bordeaux. Le secrétaire général qui a suivi, qui était Alain de Bouteiller, a très bien compris le projet et a fait une négociation très astucieuse avec le port autonome qui nous a cédé la gestion, en gros, des 50 hectares le long de la Garonne, qui étaient occupés par des entreprises de stockage, des entreprises de logistique, etc. Et au fur et à mesure que ces entreprises partent, parce qu'elles trouvent d'autres terrains, nous réalisons le parc. Et c'est pour ça que les Bordelais voient ce parc qui avance trop lentement, enfin il avance quand même, et qui un jour ira, enfin nous l'espérons tous, quasiment du pont d'Aquitaine jusqu'au pont François Mitterrand, l'idée n'étant évidemment pas d'avoir une petite séquence bordelaise, mais de faire un très grand parc qui à ce moment-là fera beaucoup plus que 50 hectares et qui peut aussi accueillir des activités. Voilà en gros l'idée, et c'est une idée qui est métropolitaine. Et c'est pour ça que ce parc aux Angéliques, il a pour nous une très grande valeur parce qu'il est très loin d'un jardin de ville, quoi. Voilà, il a une grande valeur en termes d'aménagement du territoire. Donc premier acte, on découvre la rive droite et on décide de faire un grand parc. Deuxième acte, un peu différent mais qui vient finalement compléter le puzzle, c'est Agora 2010 où nous choisissons comme thème les patrimoines et nous confions le sujet à l'architecte, également anthropologue, Marc Barani. Ce que dit Marc, c'est très simple, il dit dans les villes patrimoniales, quand il y a un séisme, une guerre, un incendie, ce qui disparaît en premier, bien sûr, c'est le bâtiment, ce qui disparaît en second, c'est la parcelle, mais ce qui ne disparaît jamais, ce sont les tracés urbains. Et quand on reconstruit les villes, on reconstruit les villes sur les tracés urbains. Et il en conclut que le patrimoine princeps, le fondement patrimonial, en fait, ce sont les tracés urbains qui souvent
recoupe d'ailleurs la géographie. Et il donne comme exemple les routes de Napoléon, etc. Et il avait fait un certain nombre de films sur un certain nombre de villes, dont Dresde, Rotterdam, détruites par la guerre, pour montrer que ces tracés urbains demeurent pendant des siècles. Et nous, on s'est dit, tiens, on s'est intéressé du coup aux tracés urbains de Bordeaux. Et donc, en regardant nos tracés urbains et en les superposant avec une carte du réseau hydrographique de Bordeaux, on s'est aperçu que c'était les mêmes. C'est-à-dire que nos grands tracés urbains sont tous positionnés sur des affluents ou des estates, des affluents de la Garonne. Ce qui est assez logique. Oui, on ne vit que par l'eau et pour l'eau à Bordeaux, et l'origine de notre richesse, c'était le fleuve. Et là, on s'est dit, mais finalement, notre premier patrimoine, au fond, c'est ce réseau hydrographique. C'est notre patrimoine, c'est notre richesse, c'est nos ennuis, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'avec l'augmentation des eaux, la question des inondations a toujours été un problème à Bordeaux depuis des siècles et des siècles, d'où le drain de la Jalle, etc. Et du coup, notre réflexion sur le patrimoine a complètement changé, et on s'est dit, mais au fond, notre patrimoine premier, c'est pas la façade des quais, c'est pas le patrimoine 18e, c'est la Garonne. Et à partir de ce moment-là, la Garonne, c'est notre patrimoine premier. Évidemment, le parc aux Angéliques prend une toute autre valeur, l'aménagement des quais rive gauche aussi. Mais du coup, dans notre façon de penser l'urbanisme, on s'est dit, on ne doit pas penser l'architecture par rapport à la façade des quais, on doit penser en termes urbains et on doit penser à l'implantation des quartiers nouveaux, notamment rive droite, par rapport à la Garonne et au parc aux Angéliques. Et ça a totalement modifié notre façon de voir. Donc c'est venu finalement compléter, enrichir, approfondir cette question du parc aux Angéliques. J'aime les dessins à rebours. J'aime observer de nouveau, 13 ou 14 ans après, ce dessin pointilliste que nous avions montré au MoMA et ici à Arc en Rêve, parce qu'il existe. C'est cette relation avec cette réalité qui m'intéresse et je me rends compte que cette vision pointilliste avait un sens et une beauté. Et je peux l'observer, on ne s'était pas trompé sur la matière, même si elle n'est pas toujours comprise. Je sais qu'encore aujourd'hui, régulièrement, on revisite ce jardin avec les acteurs de son entretien et il y a une incompréhension fréquente où on me demande mais pourquoi cette densité, pourquoi est-ce qu'il faut en enlever, avec ce schéma toujours du parc où il y aurait les beaux arbres dans la grande prairie. C'est pas ça, les beaux arbres on verra plus tard. Pour l'instant, ce sont ces masses héritées des traces des estais, ou des estais interprétés, bien entendu, hérités d'anciennes limites de parcelles, qui progressivement vont faire un espace, et cet espace évoluera. Ce goût pour la matière, je pense que des forestiers longs, je vois que des Américains peuvent l'avoir, des Allemands également, c'est mal compris ici. Alors on m'a expliqué d'ailleurs que, en fait, quand on a commencé à planter des arbres dans les villes françaises, ça a été fait par des agriculteurs désœuvrés l'hiver, et qu'ils avaient une vision productiviste de l'arbre fruitier qui nécessite, pour son ensoleillement, d'être relativement isolé. En Amérique du Nord, à l'inverse, ce sont les forestiers désœuvrés l'été qui ont planté les arbres dans les villes. Et ils les ont plantés avec une vision forestière, des grands arbres, de grands jets, de grands développements, et ça donne une écriture différente. Et curieusement, des siècles après, c'est toujours vrai. Et je travaille évidemment sur ces différents continents, et on n'a aucun problème avec la densité en Amérique du Nord, pas trop en Allemagne, énormément en France. Il y a une crainte du peuplement. L'arbre est considéré souvent comme un objet. Pour moi, le parc aux Angéliques doit rester cette sorte de matière. Et alors parfois, dans un sens critique, on se dit, mais alors quoi, c'est une pépinière? Non, c'est pas une pépinière. Parce que quand on va dans une pépinière, il n'y a pas ce choix des essences. Il n'y a pas cette composition où il y a des successions de salles et de pleins. Il n'y a pas ces visées vers la rive droite. Il n'y a pas ces liens profonds avec l'intérieur de la rive droite. Il ne s'agit pas d'une pépinière. Il s'agit vraiment d'un parc dont la matière est cette interprétation de la campagne. Donc on voit bien comment, en 20 ans, la réflexion autour à la fois de la question du patrimoine, la question de la valeur de la Garonne a évolué, et comment le duo Michel Courajou, Michel Desvignes a sans doute été absolument fondateur pour nous permettre d'imaginer tout à fait différemment la valeur de ces aménagements paysagers. En clair, on ne dit pas on fait un grand jardin, en clair on dit mais on fabrique la structure de la métropole. Voilà en gros l'histoire, je ne sais pas si elle est romancée, mais je pense qu'elle est assez juste, de l'évolution de la rive droite et de ce dialogue, hélas interrompu par la mort de Michel Courajou, entre la rive gauche et la rive droite.